Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui va traiter des blenders, mais plus particulièrement des nouveautés sur cette année 2021 sur les projets de Blender. Donc vous savez qu'en principe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, je passe un petit peu en revue le patch note pour vous indiquer les fonctionnalités marquantes, on va dire, des versions. Alors là, il n'y a pas de nouvelle version qui a été officiellement déployée, donc il y a la 2.92 qui va bientôt arriver. Je ferai une vidéo quand elle sera déployée pour tout le monde et considérée comme stable par Blender. Mais ils ont fait un petit article. Si vous allez sur le site Blender, je mettrai le lien dans la description de l'article directement. Big Blender Project for 2021. Et si on clique dessus, on arrive sur une page. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir la flemme de lire tout ça, donc moi je vais vous faire un petit résumé, donc point par point quand même. J'ai essayé d'organiser ça exactement comme l'organisation du site, donc je vais scroller rapidement et vous dire les points clés que j'en ai retenus. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont la flemme de tout lire. En plus, tout est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc déjà, on apprend une chose, donc on le savait un petit peu, mais il y a un petit peu plus d'infos si vous voulez vous renseigner dessus, que Blender est en train actuellement de réaliser ce qu'on appelle un open movie, c'est-à-dire un film d'animation réalisé en intégralité avec Blender, qui s'appelle Sprite Flight, donc vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse, mais nous on va plutôt parler des fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité qui va arriver au cours de l'année 2021, donc ce sont des projets, donc ils disent 2021, peut-être que ce sera milieu d'année, fin d'année, voire 2022, on sait un petit peu comment ça se passe des fois dans le domaine du développement. On sait pas trop quand est-ce que, on sait quand ça commence, on sait pas trop quand est-ce que ça termine. Dans la première chose, il nous parle du Everything Nodes. Donc les nodes, c'est quoi? Un système nodal, c'est quelque chose qui fonctionne avec des nœuds qu'on a actuellement, par exemple, avec les matériaux. Pour faire des matériaux de manière procédurale, actuellement, on utilise des nodes. Également pour d'autres gestions, mais principalement dans Blender pour les matériaux. Donc maintenant, ce que Blender va nous proposer dans le futur, c'est quelque chose tout simplement qui permet de faire de la modélisation procédurale, c'est-à-dire paramétrique avec des paramètres qu'on va pouvoir influer en temps réel sur des maillages. Et tout ça également grâce à un système nodal. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Il y a déjà ce qu'on appelle le Geometry Node qui permet vraiment de modéliser, de générer de la topologie de la géométrie qui est présent dans la version 2.92, qui est pas stable, donc vous pouvez la télécharger, mais moi je ferai pas de vidéo pour le moment parce que je considère que tant qu'elle n'est pas sortie officiellement, il peut y avoir des bugs, les gens ont un petit peu de mal à la télécharger parce qu'elle n'est pas aussi visible que les autres. Donc voilà, je préfère rester sur la dernière version stable, mais sachez que sur la 2.92, il y a quelque chose qui permet de faire ce qu'on appelle le Geometry Node et qui permet par exemple de générer ce terrain-là. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est un système classique, la personne s'est embêtée un petit peu à tout modéliser, mais tout ça, c'est généré. Donc c'est marqué en dessous, c'est Geometry Node Modifier, ça veut dire qu'il va y avoir un modifier Geometry Node. Et ça fait partie du Everything Nodes Project. Donc, ils vont vraiment mettre l'accent sur le système nodal pour cette année 2021. Et on a un petit peu plus de détails si on va là-dessus, où on voit vraiment qu'on va pouvoir réaliser toutes sortes de géométries. Les terrains, par exemple, que vous avez en haut. Et pourquoi pas aller plus loin. Ils disent même Coming Next. Donc, ça va être le support, vraiment la possibilité de faire des arbres et des fleurs. Pareil, avec un système nodal. Donc ça, on peut imaginer que ça va ressembler un petit peu à certains plugins, certains add-ons déjà présents dans Blender que vous pouvez télécharger, qui permettent de générer donc des arbres en définissant le nombre de branches, la longueur de celle-ci, une sorte de dégradé de l'épaisseur. Donc c'est ce qu'on appelle un taper. Donc tout ce genre de choses et qui sera paramétrable en temps réel. Donc on ne va pas s'embêter à le modéliser de manière classique avec des polygones, hein, mais tout ça, ce sera paramétrable avec de la génération procédurale. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec des matériaux, mais là, on pourra le faire directement avec de la géométrie. Donc on voit qu'il y a différents types de nodes qui existent ici avec un nouvel icône qu'on ne connaissait pas. Donc ça doit être le Geometry Node, je suppose. Et on a également un modifier qui pour le moment n'est pas accessible de la version actuelle de Blender. Donc pour ceux qui ont la 2.92, vous pouvez télécharger cette version test et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il y a plein de petites notes qui permettent de faire du random dans de la géométrie pour vraiment donner un effet procédural et pas s'embêter à tout modéliser à la main comme on fait actuellement. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, deuxième grosse fonctionnalité qui va arriver, et ça, il y en a beaucoup qui l'attendaient, c'est tout simplement le Assets Browser. Alors c'est quoi? C'est un explorer d'assets. Un asset, c'est quoi? Ça peut être un objet 3D, une texture, un matériau, etc., etc. Donc là, du coup, il va y avoir l'apparition d'une nouvelle fenêtre, un petit peu comme le Geometry Node. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans Blender auparavant. On était obligé de passer soit par le système de append qui permettait d'importer certains éléments de notre fichier Blender externe à celui courant qu'on est en train d'utiliser, ou alors utiliser des plugins. Donc c'était un petit peu ennuyeux parce que le système de Blender natif avec le append, des fois, il fallait faire des modifications supplémentaires pour avoir des petites miniatures en plus, pour gérer tout ça.
c'était pas très optimisé. Donc là, avec l'apparition de cette nouvelle fonctionnalité, de cette nouvelle fenêtre, il va y avoir des catégories. Donc vous le voyez, on va pouvoir manager, c'est-à-dire gérer plus facilement ce qui est shader, ce qui est node group, ce qui est texture, HDRI map. Tout ça, vous pourrez le gérer avec différentes catégories, donc des scènes, des animations, des objets, des collections, des géométries, des shadings, des images, des sons et des environnements. Donc tout ce que vous créez dans Blender, en fait, vous allez pouvoir le répertorier. Donc ça, ce sont des suppositions, mais c'est comme ça que ça va fonctionner, je pense, comme tout asset browser, c'est-à-dire un gestionnaire d'objets présents dans notre logiciel de 3D. Vous allez pouvoir gérer tout ça et l'utiliser dans vos différents fichiers Blender. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, on a également un petit paragraphe sur le VSE. Alors le VSE, peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça signifie Video Sequencer Editor, c'est-à-dire, grosso modo, c'est l'outil qui permet de faire du montage vidéo présent dans Blender. Donc pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous savez que actuellement, il n'est pas super bien optimisé. Donc ça rame un petit peu pour décoder les vidéos, les fonctionnalités sont assez lentes, l'interface est assez vieillissant. Donc c'est vrai qu'ils ne s'étaient pas penchés sur ça les années précédentes. Là, ils vont faire un petit effort là-dessus pour se rapprocher de ce qu'on peut faire pour une production de film, carrément. Donc et se mettre un petit peu sur les standards actuels. Donc que ce soit pour assembler du storyboard, des animations, des vidéoclips, et pour faire vos propres tutos vidéo, pour faire des coupures assez classiques, somme toute. Donc les fonctionnalités que nous propose la plupart des logiciels de montage vidéo seront regroupées ici, les fonctionnalités principales, mais on peut voir également qu'il y aura une refonte en termes de UI/UX. Donc UI/UX c'est quoi? C'est User Interface, User Experience, c'est-à-dire interface utilisateur, donc la position les couleurs, la position des boutons, etc. Et l'User Experience, c'est vraiment se mettre à la place de l'utilisateur pour faciliter au mieux son travail et que ce soit à l'aise à utiliser. Donc c'est vraiment tout le côté interface graphique qui va être refait et on peut le voir effectivement en bas. Actuellement, ça ressemble pas tout à fait à ça. Donc là, vous pouvez vraiment gérer tout ce qui est color correction avec la colorimétrie. On voit même l'histogramme des couleurs. Donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans les logiciels de montage comme Premiere Pro, After Effects ou des logiciels tout simplement qui permettent de traiter la vidéo. Et ça va être très intéressant. Ils vont également mettre l'accent sur une amélioration en termes de performance. Donc actuellement, quand vous importez une vidéo dans Blender, si c'est on va dire du Full HD, si vous avez un bon PC, ça passe assez. Mais quand vous commencez à travailler sur de la 2K, de la 4K, ça remouille un petit peu. Donc pour tout ce qui est décodage vidéo et tout. Donc normalement, ils vont mettre l'accent là-dessus pour améliorer un petit peu en termes de performance tout ceci et le rendre plus efficace et surtout plus agréable à l'utilisation avec une refonte graphique. Donc ça, j'avoue que ça m'intéresse un petit peu pour voir parce que j'ai pas trop utilisé le VSE en ce moment parce que je suis un peu, on va dire, en comparaison à d'autres logiciels, Blender est encore un petit peu en dessous. Donc ensuite, peut-être les parties qui vont vous intéresser le mieux avec Eevee. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent Eevee tout simplement pour ses performances comparées à Cycles. Donc je rappelle que Eevee et Cycles, ce sont deux moteurs de rendu. Cycles c'est beaucoup plus lent et plus réaliste, et Eevee s'approche petit à petit de ce que peut faire Cycles. Il y a quelques fonctionnalités qui actuellement ne sont pas compatibles, mais beaucoup d'entre vous l'apprécient parce que en ayant des ordinateurs moyennement performants, on va dire, vous pouvez obtenir des rendus très rapidement, alors qu'avec Cycles, il vous ferait plusieurs heures par exemple. Donc déjà la première chose, c'est que Eevee, son premier objectif, c'est d'incorporer Vulkan. Alors Vulkan c'est quoi? C'est une API 3D. C'est un petit peu comme OpenGL, pour ceux qui connaissent, c'est la gestion de la 3D en temps réel, etc. Et à la base, il était nommé OpenGL Next, il me semble, Vulkan, et ça s'est renommé Vulkan. Donc c'est une nouvelle technologie qui va permettre une meilleure optimisation de Eevee. Donc ça peut être vraiment bien pour avoir du rendu en temps réel déjà dans la vue 3D et une meilleure qualité de rendu. Ils vont également mettre l'accent sur le motion blur. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu dans l'année 2020. Vous voyez, c'était leur priorité en 2020. Donc le flou de mouvement incorporé dans Eevee, qui est pas mal, je pense qu'ils vont encore l'améliorer. Et une autre chose qui va l'améliorer, c'est le depth of field. Voilà, donc ils vont travailler dessus l'année prochaine. Le depth of field, c'est quoi? C'est le focus de caméra, la profondeur de champ. Donc c'est vrai qu'actuellement, celui de Cycles est largement supérieur à celui de Eevee. Donc ils vont faire une petite amélioration là-dessus pour vraiment avoir un rendu niveau production et qu'on puisse vraiment faire des films d'animation entièrement avec Eevee, parce que c'est vrai que pour le moment on privilégie la plupart du temps Cycles qui gère mieux les éclairages et plein de petites choses comme ceci. Donc voilà, vous pouvez lire, il y a pas mal d'informations là-dessus. Donc il parle beaucoup de Vulkan par exemple, ça c'est sûr, et également la possibilité de faire du ray tracing. Donc, le ray tracing, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est les nouvelles technologies
pour amélioration des reflets, par exemple dans les flaques d'eau ou autres, qui est beaucoup plus supérieur à ce qu'on peut voir actuellement avec un Eevee classique qui va essayer de simuler des reflets, mais qui ne sera pas vraiment très précis. Donc il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons la VR. Alors ça, peut-être que ça va concerner un petit peu moins de personnes. Malgré tout, j'avais eu des questions là-dessus, donc ça tombe bien, je vais pouvoir en parler un petit peu. La VR, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire pour tous ceux, réalité virtuelle, pardon, tous ceux qui ont des casques tels que l'Oculus Rift, l'HTC Vive ou autres. Donc vous pouvez simuler avec des plugins actuellement, il me semble, des rendus en VR et tout. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le travail avec la réalité virtuelle. Donc, il y aura beaucoup plus de compatibilité qui va être amenée dans cette année 2021. Notamment un VR controller as an input device, c'est-à-dire que vous pourriez directement travailler avec les contrôleurs VR, notamment les HTC Vive. Vous savez, vous avez des petites poignées. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche avec l'Oculus Rift, ça doit marcher à peu près pareil, mais vous avez des poignées et vous pourrez travailler là-dessus. Donc ça peut être très intéressant, notamment pour les artistes qui font de la sculpture. Donc ça, c'est vraiment le top. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus, c'est très impressionnant. Donc si un jour c'est compatible dans Blender, ça vaudra vraiment le coup de s'y pencher dessus, parce que c'est vrai que la manière de travailler, quand on sculpte, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on fait sur de la terre cuite, hein, en vrai, en 3 dimensions, et le fait de pouvoir mettre ça dans un environnement de réalité virtuelle et de sculpter en temps réel là-dessus, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc il va y avoir beaucoup d'améliorations en termes de compatibilité, et je pense que ça c'est un très bon point pour Blender, parce que c'est l'avenir de la sculpture, à mon sens, la réalité virtuelle qui va être très pratique. Ensuite, un petit peu par opposition à l'Eevee, maintenant on va parler de Cycles. Donc Cycles, je rappelle que c'est le second moteur de rendu présent dans Blender depuis maintenant pas mal d'années, alors qu'Eevee est relativement récent, c'est pour ça que petit à petit, ils essaient de l'améliorer. Dans Cycles, il ne va pas y avoir de nouvelles fonctionnalités majeures, comme on peut avoir dans Eevee avec le support du Vulkan ou autre, mais là ça va être vraiment une amélioration de performance. C'est vrai que maintenant le moteur de rendu est assez imprégné dans Blender, il est stable, il permet d'obtenir des bons résultats. Donc, amélioration des performances, notamment lorsqu'on va avoir des scènes débordantes de mesh, donc avec beaucoup de maillage, une forte densité, quand on va faire un système de particules de type air, donc des poils, des cheveux, de la fourrure, etc. Et les volume objects, c'est-à-dire tout ce qui est volumétrique, avec du brouillard, des nuages et tout ça. Donc là, il va y avoir une amélioration, mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le GPU-CPU Hybrid Rendering. Alors ça, c'est quoi? Dans votre ordinateur, vous avez forcément un CPU, c'est-à-dire un processeur qui va faire différents calculs. Mais beaucoup de personnes, parmi vous, souvent j'ai des questions, ne possèdent pas de GPU. Le GPU, c'est la carte graphique. Donc Central Processor Unique et graphique. Voilà pour le G. Donc actuellement, dans Blender, quand on lance un rendu avec Cycles, avec les paramétrages de base, même s'il y a des astuces pour essayer d'activer le hybride, ça ne fonctionne pas très bien. Il va soit faire avec le GPU, soit avec le CPU. La plupart du temps, c'est plus rapide avec le GPU, sauf si vraiment vous avez un CPU professionnel qui peut faire plein de calculs avec plein de threads, plein de cœurs, mais d'une manière générale, le GPU va être plus rapide. Ce qui est dommage, c'est que quand je lance moi par exemple un rendu, mon GPU, certes, va peut-être monter à 95%, mais mon CPU, lui, va rester à 10%. Alors c'est de la ressource inutilisée par Blender, par Cycles plus précisément, alors que si on pouvait activer le rendu hybride, mais ça irait beaucoup plus vite. Donc au lieu de faire un rendu, moi je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais c'est vraiment à titre arbitraire, en une demi-heure, on pourrait peut-être le faire en 20 minutes. Donc sur une animation, ça peut faire gagner vraiment pas mal de temps. Donc ce rendu hybride, on l'attend. De plus que le but de Blender, depuis le début, vous le voyez avec toutes ces nouveautés, c'est de s'imposer petit à petit dans le domaine professionnel. Donc là, ils mettent bien que le but, c'est de faire en sorte que Cycles soit encore plus compétitif dans un monde déjà saturé avec beaucoup de moteurs de rendu. Donc c'est vrai que les moteurs de rendu, il y en a plein. Beaucoup proposent déjà le hybride. Donc vous avez par exemple V-Ray, Arnold. Tous ces moteurs de rendu sont très connus. On peut faire du hybride sur la plupart d'entre eux avec différentes fonctionnalités. Donc c'est vrai que ce serait bien que Cycles se mette au goût du jour et permette de faire ça. Et ce serait vraiment le top. Ça accélérerait grandement les performances et ça réduira du coup, par opposition, les temps de rendu nécessaires à faire une image ou une animation. Donc en parlant d'animation, on a le Animation 22. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement, une fois de plus, on va revenir sur un système de nodes. Donc Blender va vraiment insister sur le nodal. Pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir quelque chose d'assez fluide, très visuel,
le système de nodes, donc des nœuds avec des entrées, des sorties, et le nœud consiste à faire un traitement. Donc vous avez une entrée, un traitement et une sortie qui est différente la plupart du temps de l'entrée. Sinon le nœud ne sert à rien, vous l'aurez compris. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a sur les matériaux, c'est ce qu'on va retrouver pour le Geometry Node et ce qu'on va voir pour les animations. Donc ça, c'est intéressant. Je vous avoue que j'arrive pas trop à le conceptualiser dans ma tête, mais c'est un node système, donc un système de nodes qui pourra être utilisé pour les contrôleurs, pour les contraintes, pour les déformations, notamment pour les animations. Donc ça peut être sympa. À voir comment ça fonctionne. Pour le moment, on n'a pas trop d'infos, c'est resté assez flou à ce niveau-là. Mais voilà. Et surtout, j'ai également noté sur mon petit bloc-notes à côté, ceci, Redesign Material to work for mocap. Donc le mocap, c'est quoi? C'est le motion capture, qui est beaucoup utilisé dans l'industrie pour faire des animations, donc que ce soit faciales ou même sur les mouvements d'un corps de manière générale. Et actuellement, il y a des soucis de compatibilité à ce niveau-là, donc ils vont mettre l'accent là-dessus, et toujours dans un point de vue de toucher de plus en plus de professionnels. Donc ça, je pense que c'est vraiment très bien. Et enfin, on va rapidement s'attarder sur le pipeline development, c'est-à-dire le développement de tout ce qui est workflow, donc tous les... sur une chronologie de la réalisation d'un projet de film d'animation, par exemple, il y a différents secteurs métiers qui sont impliqués et il va y avoir une amélioration à ce niveau-là pour, une fois de plus, s'attaquer au domaine professionnel. Donc je pense que Blender a vraiment mis l'accent sur ça pour l'année 2021 et également il se base sur le USD, c'est-à-dire c'est un système réalisé par Pixar, le Pixar USD Exporter. Donc c'est une version simplifiée qu'ils ont mis en place. Mais ça pareil, c'est dans le domaine professionnalisant. Ça permet en fait de gérer, c'est ce qu'on appelle un framework. Donc ça va gérer tout ce qui est maillage, matériaux, etc. au sein d'un grand projet qui implique plusieurs personnes. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de principal? Beaucoup d'améliorations qui vont arriver pour 2021. Donc certaines d'entre elles, notamment sur le Geometry Node, normalement ça devrait arriver dans la version 2.92 qui va pas tarder à sortir. Donc je ferai bien évidemment comme d'habitude une vidéo sur la nouveauté de cette version-là quand ça sera officiellement sorti pour tout le monde. Donc ils mettent l'accent sur les nodes, que ce soit pour la géométrie, pour les animations. C'est déjà le cas pour les matériaux, donc on aura déjà pas mal de choses qui vont fonctionner en nodal, donc c'est vraiment très bien. S'ils pouvaient le mettre sur les particules, ce serait vraiment top. C'est ce que fait par exemple 3ds Max avec son système de particules et c'est vraiment excellent. Donc le nodal, c'est vraiment l'avenir, je pense, pour Blender. C'est là qu'ils mettent l'accent et également sur le côté, on veut attaquer les professionnels. Donc on veut que Blender soit utilisé dans les domaines, vraiment dans l'industrie, dans les professionnels, parce que il en a la capacité. Il manque 2-3 petites choses pour que vraiment ce soit apprécié par les grosses industries du jeu vidéo, des animations 3D ou autres, notamment ceci, le pipeline development, pour vraiment faire en sorte que tous les secteurs métiers dans le développement de quelque chose de 3D puissent participer, puissent facilement s'y retrouver. Et ça va un petit peu de mèche avec ce qu'on a vu, le Asset Browser, c'est-à-dire la possibilité de gérer un petit peu toute cette bibliothèque, toute cette librairie d'objets. Et je pense que ça va être très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a peut-être épargné un petit peu de lecture. Donc j'ai essayé de faire un résumé avec ce qui me paraissait le plus important. Également, ils ont restructuré le headquarter, le QG de Blender. Bon, voilà, il y a eu des modifications à ce niveau-là. Mais comparé au reste, je n'ai pas trop parlé, c'est vrai. Donc j'espère que voilà, ça vous aura évité un petit peu de tout lire. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise en anglais, vous avez eu à peu près les informations principales. N'hésitez pas à me poser un commentaire si vous avez des questions. Me dire qu'est-ce que vous pensez de cette année 2021 pour Blender. Est-ce que ça sent bon à votre avis? Donc moi je pense que oui. Et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.